Voilà, quelques défis que vous pourriez avoir rencontrés dans l'exercice ou la réflexion précédente. Je vais les parcourir avec vous. Donc, premièrement, on voit que on est demandé d'enregistrer les noms des patients. On n'a aucune spécification sur la granularité et la structure de ces noms des patients. Est-ce qu'il faut, par exemple, avoir des colonnes séparées pour les prénoms et les noms de famille? Est-ce qu'il faut encore des post-noms? Est-ce qu'il faut encore prévoir plusieurs prénoms? Tout cela n'est pas évidemment clair de l'exercice qui a été fourni. Un autre élément, c'est la date de naissance. Donc, pour un patient, on a fourni la date de naissance. Pour l'autre patient, on a fourni l'âge du patient. Donc, l'âge du patient, c'est quelque chose qui est évidemment dynamique. Si je vais voir le même patient d'ici une année ou d'ici 2 ans, l'âge va avoir changé, la date de naissance va rester la même. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier ici l'utilisation de la date de naissance? Mais si je veux mettre les informations par rapport aux 2 patients dans une même table, je vais quelque part devoir choisir. Ou bien je vais devoir prévoir 2 colonnes, date de naissance et âge du patient au moment de l'enregistrement. C'est une autre possibilité. Un autre défi, c'est l'unité pour la tension artérielle. Donc, pour un patient, on a spécifié que c'était en millimètres mercure. Pour l'autre patient, ce n'est pas spécifié. On peut évidemment voir quand on va aller regarder pour ce patient. Ici, on voit que c'est une tension artérielle de 120/80. On sait également que ce sont des millimètres mercure, mais ce n'est pas spécifié. Mais donc en soi, ça peut être un défi. Est-ce qu'il faut spécifier quelque part dans la colonne que la valeur doit être exprimée en millimètres mercure, ou est-ce qu'on acceptera également des expressions dans d'autres unités pour cette tension artérielle? Alors, autre problème, c'est le niveau de détail pour la tension artérielle. On voit ici qu'on a spécifié une tension artérielle 135/90, 120/80. Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir une tension artérielle diastolique et une tension artérielle systolique, avoir les deux valeurs? Et donc ici, pour le premier patient, je vois que j'ai même les informations sur le bras au niveau duquel on a mesuré la tension et même la position du patient. Il était en position assise. Pour l'autre patient, je n'ai pas cette information. Est-ce que cette information positionnelle et la localisation, donc la latéralité, quel bras, à gauche ou à droite, est-ce qu'il faut mettre ça dans la table, oui ou non? Donc ça, c'est également un défi qu'on a pour cet exercice. Alors, on spécifie les diagnostics. Diabète type 2 non insulinodépendant et hyperthyroïdie. On peut se demander, est-ce qu'on doit enregistrer ça sous forme de texte libre? Parce que, bon, diabète type 2, ça peut être un élément. Le non-insulinodépendant, ça peut être une information complémentaire. Est-ce que ça fait encore partie du diagnostic, oui ou non? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux utiliser des formules standardisées pour indiquer ces diagnostics, ce qui pourra permettre de mieux exploiter ces données par après? Parce que si cette information va être lue par un anglophone, et il voit quelque chose en français, il ne va pas toujours savoir ce que ça veut dire. Dans le cas de figure ici, ce ne sera pas trop compliqué à comprendre ce qui se passe, mais pour d'autres diagnostics, ça peut être très compliqué. Et donc ici, il faudra se demander, voilà, est-ce qu'on met ça en texte libre? Avec cet exercice, je dirais oui, mais ça peut être judicieux d'aller plus loin. Et puis, il y a dans cet exercice également la spécification que le premier patient a des antécédents de diabète type 2,
ici, donc antécédent, et le deuxième patient est suivi pour un problème d'hyperthyroïdie. On peut se poser la question si cela est la même chose. Quelle est la différence sémantique entre un antécédent et être suivi pour un problème? Un antécédent, bon, on peut avoir un problème dans le passé, hein, donc un antécédent, mais ça ne veut pas dire qu'on est encore suivi pour cet antécédent. Quelqu'un qui est suivi pour un problème, ça veut dire que le problème est là, donc c'est déjà dans les antécédents, et on est toujours suivi. Est-ce qu'il faut ici considérer ça comme les mêmes informations, oui ou non? Donc ça, c'est toute une série de défis qu'on peut rencontrer. Bon, si vous avez néanmoins pu créer une table qui contient ces informations pour les deux patients, vous pouvez essayer également de normaliser cette table et de voir quelles sont les informations qui pourraient se répéter dans l'avenir pour les mêmes patients et pour les mêmes activités. Donc ça, c'est un exercice optionnel que vous pouvez éventuellement faire s'il nous reste suffisamment de temps. Pour remédier à ces défis, on va introduire en fait la définition de toute une série de concepts cliniques. Et comme on l'a vu, il y a différentes possibilités pour représenter la même information dans différents systèmes d'information. Et pour cela, on va souvent faire recours à des standards internationaux, qui sont principalement des systèmes de codification d'informations spécifiques, par exemple pour codifier ou identifier d'une façon unique une procédure comme la prise de tension, comme la prise du poids du patient, des codifications et des classifications pour les diagnostics, hein, comme la CIM-10, qui est la classification internationale des maladies de l'OMS, la ICPC ou CISP, la classification internationale des soins primaires, le SNOMED, qui est une classification beaucoup plus large et qui est plutôt une terminologie médicale. On peut choisir en fait l'une ou l'autre classification internationale qui va permettre à différentes applications qui vont puiser dans cette base de données clinique de mieux comprendre d'une façon standardisée les informations qui sont stockées. De même pour les différents niveaux de granularité, il va falloir décider comment on va enregistrer les noms, les adresses des personnes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être bien défini à l'avance. Et ces informations-là vont être alors stockées souvent dans des systèmes d'information sanitaire, dans une base de données avec ou dans quelques tables. Bon, c'est souvent une base de données qu'on appelle un dictionnaire de données cliniques. Donc ça contient des informations descriptives sur les données qui peuvent être stockées dans un dépôt clinique central. Ça spécifie donc les classifications et codifications qui peuvent être utilisées, la structure des différents champs, les noms, les prénoms, etc. Donc la granularité des informations. On peut décrire ça dans un dictionnaire de données cliniques, ce qui permet aux différentes applications de mieux comprendre le contenu des informations dans le dépôt clinique central. Ok, passons à un autre niveau. J'ai une nouvelle question pour vous. Donc, on a une phrase qui semble à première vue très facile, c'est que un patient a une tension artérielle de repos de 140 sur 100 mm Hg. Alors, je veux que vous discutiez entre vous sur ce que cela veut dire. Et peut-être que vous allez tous être d'accord sur la signification de cette phrase, mais on va voir par après qu'il peut y avoir quand même pas mal d'ambiguïté. Voilà, vous pouvez prendre une dizaine de minutes pour discuter sur cet élément. Mais donc également, je vous demande également chercher les possibilités d'ambiguïté qui peut y avoir dans une phrase pareille. Et on va voir alors par après les répercussions sur les bases de données cliniques
que ça peut avoir. Voilà, bon travail.